Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Monsieur Craplet, professeur de philosophie culture générale en classe préparatoire au minime. Bonjour Arthur Craplet, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, oui, professeur effectivement en deuxième année pour la préparation du concours avec donc 2 classes ici à Notre-Dame des Minimes. Et puis la philosophie, moi ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que j'en fais et j'aime bien la, la délivrer aussi à un public adulte. Donc je donne quelques conférences et c'est très plaisant aussi de travailler de cette manière-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de justement faire de la philosophie et plus particulièrement d'enseigner en classe préparatoire? Alors la philosophie, je pense que c'est un appel parce que au départ, je ne me destinais pas du tout à cette vocation. C'est vrai qu'en terminale, j'avais été marqué quand même par certains cours et puis ensuite, j'ai fait une année d'études de médecine où j'ai été, interpellé par des questions éthiques, mais aussi des questions anthropologiques et finalement, j'ai bifurqué après avoir fait un stage, qui m'a bien éclairé sur ce que j'avais envie de faire, à savoir, davantage de réflexion autour des grandes questions de l'existence et de pouvoir le transmettre à des élèves. Il y a aussi la passion finalement d'enseigner, je crois que ça c'est très fort. Magnifique, ça fait très plaisir. Justement, pour les étudiants de deuxième année de classe préparatoire qui nous regardent, le thème de culture générale en 2025, c'est l'image. Bien évidemment, si cette vidéo, vous la regardez après, elle sera totalement utile parce qu'il y a plein de questions qui vont arriver. Vous pouvez le voir directement en description avec le timecode et le découpage qui est effectué. Mais cette année, donc, l'image, thème de culture générale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, les grands enjeux un petit peu qu'englobe ce thème de l'image? Alors c'est un thème qui n'est pas facile parce qu'il touche au fond à la question de la mise à distance du monde dans une représentation. Donc est-ce que nous représentons le monde déjà dans la perception, dans la sensation habituelle ou est-ce que c'est toujours par l'intermédiaire d'un tableau, d'un poème et donc d'une image qui est extériorisée. Donc ce rapport entre les deux, il faut bien l'analyser. Et puis ensuite, ce sont les grands enjeux, c'est-à-dire à quoi sert une image, quels sont les dangers qui accompagnent le fait pour l'homme d'élaborer, de produire des images et dans le monde actuel, évidemment la multiplication des images, la prolifération des images. C'est un peu amusant d'ailleurs de parler de l'image devant une caméra parce que on voit bien la mise en abîme que cela engendre et on essaye de trouver des lignes directrices. Et bien sûr, il est important de prendre suffisamment de recul pour comprendre comment les anciens pensaient l'image, notamment en termes de représentation renvoyant à un modèle. Ça, c'est la première chose peut-être à bien comprendre et quelle est la différence entre la réalité sensible et le modèle auquel renvoie l'image sur un plan plus idéal. Et on voit bien comment toute une partie de l'histoire de l'art notamment est construite à partir de cette notion-là. Et comment au contraire dans la modernité, c'est plutôt l'image du sujet, c'est-à-dire finalement celui qui produit l'image, qui va apparaître dans son développement. Et ça pose des questions actuelles autour de l'image de soi, l'image telle que l'autre va la reconstruire à partir des apparences, donc toute la logique des apparences, qui va devoir ensuite être interrogée à partir de questions plus contemporaines. Moi, j'aime beaucoup travailler autour de la phénoménologie, donc de ce point de vue-là, ça c'est intéressant. Et ça m'amène à la question suivante, de savoir finalement quels sont les sujets types, potentiels, dès qu'on aborde le thème, de l'image spontanément, quoi? Alors vous voulez que je donne le sujet qui va tomber au concours? Non, quand Je même ne pas. le connais pas et je l'ignore et d'ailleurs c'est bien qu'on ne sache pas finalement quel sujet va tomber parce que ça nous permet de nous préparer davantage et le jour où on est devant le sujet, de bien réfléchir. Je pense qu'il y a quand même 3 groupes de sujets. Les sujets autour de la vérité de l'image, puisqu'à partir du moment où l'image prend ses distances à l'égard de la réalité et comme j'ai dit tout à l'heure qu'en plus elle met en jeu le sujet, forcément l'illusion, la question du mensonge, la question de l'instrumentalisation de l'image sont des dimensions importantes qu'il va falloir maîtriser. Donc, est-ce que l'image nous rapproche du réel ou est-ce qu'elle nous en éloigne? Est-ce que l'image est susceptible d'être instrumentalisée? Est-ce qu'elle peut être un instrument de pouvoir?
les sujets autour du pouvoir de l'image, de son emprise, qui suppose d'avoir un peu de recul sur le rapport entre l'image, la réalité, le modèle et le sujet qu'il a produit en contexte social et politique. Et puis, il y a tous les sujets qui vont tourner aussi autour de questions plus contemporaines sur peut-être les techniques de production de l'image, parce que c'est une des questions qu'on aborde en cours, c'est finalement, est-ce que l'image n'est pas dénaturée par sa prolifération? Et c'est vrai qu'il est très différent de produire une image par la peinture ou par la poésie ou même la musique, chose à laquelle on pense assez peu, mais il y a quand même des images mentales qui se constituent autour des œuvres musicales, et de réfléchir autour des réseaux sociaux, de la télévision qui produit en boucle des informations, et bien sûr autour de l'intelligence artificielle qui génère des images que personne ne regarde. C'est une question qui est bien évoquée par Régis Debray dans Vie et mort de l'image, où il se demande si finalement la génération des images, la production technique des images ne conduit pas à la mort de l'image. Donc ça, c'est un deuxième groupe de sujets. Après, il y a peut-être aussi des sujets tout simplement autour de l'art et de ce que l'image fait à l'art, à l'artiste, avec ce dédoublement qui se produit au moment où naît l'image, la naissance de l'image, en quoi cela consiste-t-il, et puis les conséquences que cela a pour la, la conception que l'artiste se fait de son propre art, avec une insistance sans doute sur la forme de l'image. On va moins parler du contenu, telle image parle, je ne sais pas moi, de religion, un sujet religieux, la Vierge Marie, ou bien au contraire, telle image parle plutôt d'un sujet très contemporain, je ne sais pas moi, de lutte de pouvoir. Ça va être intéressant, mais on va toujours se poser la question, mais quelle forme prend l'image pour qu'elle ait ensuite tel ou tel effet? Et comment on arrive le jour J à faire une bonne analyse des différents termes du sujet? Tous les étudiants seront préparés sur l'image, et finalement la complexité, je dirais, de la dissertation de culture générale, c'est d'arriver à bien répondre au sujet qui nous est posé et à bien analyser l'ensemble des termes qui composent le sujet. Donc comment réussir à bien tout analyser ici? La réponse est dans la question, il faut vraiment prendre le temps d'analyser le deuxième, le troisième terme, s'il y en a un troisième, parfois il y en a quatre, c'est quand même assez rare. Et donc c'est l'objectif aussi de ceux qui choisissent les sujets, de faire en sorte que, ayant travaillé toute l'année sur un thème, on soit capable, à travers une réflexion suffisamment originale, de réemployer ce qu'on a appris dans une situation nouvelle. Donc oui, être très attentif à la différente signification des termes heu, qui sont donnés en plus. Donc si vous avez, je donnais cet exemple aux étudiants, la nouveauté de l'image. Que signifie nouveau? Ça ne peut pas avoir qu'un seul sens. S'il n'y avait qu'un seul sens dans ce terme, finalement, peut-être que la question se poserait de manière moins approfondie. Alors que là, bon, bah, quel type de nouveauté l'image engendre-t-elle? Est-ce qu'elle-même est déjà une nouveauté par rapport au modèle qu'elle reproduit, ou par rapport au sujet qui l'a produit, qui l'élabore? Jusqu'où va cette nouveauté? Est-ce que c'est de l'ordre de la reproduction, ou est-ce qu'on est dans la création? Est-ce que l'image peut être le produit absolument original de l'esprit humain, de ce que les anciens appelaient l'âme, de ce que nous appellerions aujourd'hui le sujet, la conscience, et quelles sont les conséquences de cette nouveauté? Parce que derrière cela, en plus de l'analyse du deuxième terme, il faut réfléchir aux enjeux. À quoi cela sert-il de réfléchir à la nouveauté de l'image? Et peut-être un des enjeux aujourd'hui, bon, bah, ça va être qu'il y a beaucoup d'images qui sont sans cesse nouvelles. Elles se reproduisent, mais finalement, elles ont à peine le temps d'apparaître qu'elles disparaissent. Dans quelle mesure la nouveauté peut-elle supporter la prolifération, la duplication incessante? Est-ce qu'on ne tombe pas dans ce qu'on appelle parfois l'imagerie? Et donc on va faire des rapprochements de cette manière-là, de telle sorte de pouvoir structurer vraiment la pensée et assez vite dégager un problème. Heu, Dégager un problème, c'est quand même le gage, alors encore faut-il que l'étudiant soit capable d'arriver à analyser lui-même si son problème a de la profondeur, mais c'est quand même le gage d'une bonne dissertation. Parce que s'il y a qu'un plan,
évidemment, la réflexion ne va pas suffisamment loin. Alors que la problématisation qui va ressurgir lors des transitions est essentielle pour donner une vraie dynamique à la réflexion. Et par exemple, dans ce sujet, la nouveauté de l'image, est-ce que le déterminant là, qui, on va dire introduit ce sujet, a une importance dans l'analyse, des termes ou pas nécessairement? Alors, pour ce sujet-là, la nouveauté, comme on aurait du mal à dire une nouveauté de l'image, ça ne va pas beaucoup engager l'analyse. On peut hein, en parler un petit peu, mais ça va plutôt être la question, est-ce que c'est la nouveauté d'une image ou des images? Le questionnement qu'il faut avoir entre pluralité, la multiplicité ou l'unicité de l'image est essentiel. Ça, normalement, on l'a travaillé en cours ou à l'occasion de certains sujets. Et donc, on va s'en réemparer. Si vous avez un sujet comme le plaisir des images, qui renvoie aussi aux questions esthétiques, à la question de la fascination qu'exercent certaines images sur nous, avec un type de plaisir qui sera un peu plus étroit, plus égoïste, ou bien au contraire, une forme de plaisir qui pourrait être partagée. Ben là aussi, il faudra vous poser la question, est-ce que c'est un plaisir, des formes de plaisir, sur une image, sur plusieurs images. Donc, c'est beaucoup laissé à l'appréciation du candidat, parce qu'on ne peut pas tout exiger du candidat. Les jurys le disent, hein, à partir du moment où une dissertation est bien tenue, où elle est sérieuse, honnête dans son interrogation, le correcteur, il suit. Euh, mais c'est vrai qu'il y aura une plus-value dès qu'on va un petit peu plus loin. L'année dernière, quand on a eu ce sujet Sois sage, ô ma violence, il y avait beaucoup de dimensions du sujet qui n'étaient pas dans le thème lui-même, le fait que ce soit un impératif, le fait que ce soit ma violence. Donc si on avait ici mon image, il ne faudrait certainement pas faire une analyse uniquement sur l'image en général, on serait complètement à côté de la plaque. Mais si on avait un sujet un peu plus complexe sur euh, que peut penser l'autre de mon image, bon, celui qui fera la différence entre l'autre et les autres, il y aura une plus-value parce qu'il aura lu le sujet assez loin pour en justifier toutes les dimensions. Donc le candidat doit être capable de se dire, bon, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Là, dans la nouveauté de l'image, le là ne serait pas tout à fait essentiel. Et qu'est-ce qui est vraiment essentiel et que je ne dois pas manquer pour mener la réflexion jusqu'au bout. Justement, ça amène à une question qui revient, systématiquement, en tout cas de la part des étudiants, c'est comment finalement éviter le hors-sujet, qui pourrait nous conduire finalement à une très mauvaise note et de fait nous priver de belles admissibilités, en derrière? Alors, il y a déjà une chose importante à faire, c'est de prendre au sérieux la question qui vous est posée, de la lire, de la relire, de l'écrire sur son brouillon, et de faire cette analyse du second terme. Parce que ça vous empêche déjà de faire un hors-sujet qui est en fait de l'ordre de la récitation. C'est la grande tentation parfois de certains étudiants d'apprendre un certain nombre de choses sur l'image, alors qu'on leur demande de réfléchir aux enjeux. Donc ça, c'est vraiment un point important et je pense que la majorité des hors-sujets, c'est surtout de l'ordre de la récitation par cœur et sans s'être vraiment interrogé. Ensuite, s'interroger, mais tomber à côté de l'interrogation, c'est quand même assez rare. Pour cela, il faut d'abord se demander quels sont les présupposés de ce sujet et donc aller chercher les enjeux. Pourquoi, au fond, les concepteurs ont-ils posé cette question? Pourquoi la question se pose dans le sens commun? De telle sorte que ça dessine déjà quelques lignes directrices et puis ensuite, vérifier que la signification du terme ait été vraiment étudiée. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est en écrivant ces thèses. Donc vous allez écrire 2, 3, 4 thèses, et puis après vous allez choisir, montrer comment elles s'affrontent. C'est ce qui va donner naissance à la problématique, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs réponses sur cette question-là, ben, comment ces thèses s'affrontent, bien vérifier que ces thèses sont bien dans le sujet. Parce que parfois, au moment d'écrire ma première partie ou ma deuxième partie, j'oublie de relire le sujet et je m'aperçois que j'ai dérivé parce qu'il y a des choses de l'année qui sont revenues. Il me semble que c'est quand même pas le danger majeur pour un étudiant qui prend sérieusement la question posée vraiment à bras-le-corps. Donc c'est une inquiétude qu'on peut avoir, mais théoriquement, quand on est bien préparé, quand on s'est bien exercé, on
fait pas de hors-sujet. Et de manière générale, de par toute votre expérience, quels sont les conseils, les deux trois conseils clés que vous donneriez, pour bien réussir, une épreuve de dissertation au sens large du terme et plus spécifiquement donc en culture générale? Alors on l'a déjà vu, hein, je crois que vraiment, travailler sur les différents sens de l'image, heu, avoir des définitions précises, mais qui ne font pas une seule définition préalable. Ça, c'est un piège, qui peut être, dans lequel peut tomber, facilement l'étudiant, c'est de se dire: «J'ai une définition de l'image, je la donne au début et puis comme ça, s'il y avait une seule définition de l'image, il y aurait sans doute pas, de littérature, de philosophie et de réflexion en général». C'est parce que, l'image apparaît comme, représentation d'une part, mais aussi comme, simple reproduction, mais aussi comme, lieu d'une rencontre, peut-être même on fera des rapprochements, avec les expériences esthétiques, vous voyez, qui ne sont pas tout à fait de l'ordre de la représentation. On peut penser aux performances, par exemple. Voilà, la performance artistique, c'est pas tout à fait la même chose qu'un tableau. Donc, j'ai cela en tête pour me dire attention. Et maintenant, quand je regarde l'image que j'ai de moi, l'image de moi-même, on est encore sur un autre plan. Donc, distinguer les différents plans, ce qu'on appelle parfois les différentes strates d'analyse du sujet. Ça vous préserve d'une précipitation qui ferait que vous seriez content d'avoir votre définition. À partir de là, vous avez vos différents sens de l'image. Faire la même chose sur le deuxième terme, c'est tout le travail dont on a parlé déjà. Et puis, s'exercer à problématiser et à faire des plans. Dans le temps qui précède là, le concours, souvent le cours s'achève, on a encore quelques dernières références, mais au fond, il faut surtout s'exercer à prendre des nouveaux sujets qu'on a eus en colle, sur lesquels des camarades sont passés, et puis s'entraîner en se disant, bah, voilà, si je tombais là-dessus, parfois je dis aux étudiants, se faire peur pour être capable de traiter ce sujet, et puis vérifier ses références. Ça, c'est un point important. Jean Guiton, qui a beaucoup donné des conseils dans les années 50 à des étudiants en philosophie, disait bien savoir ce qu'on sait. Et vous voyez, il vaut mieux avoir quelques références, une dizaine, une quinzaine, qu'on connaît bien, plutôt que de multiplier les références et puis finalement d'être un peu à court. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est de travailler en amont sur des exemples. J'ai remarqué que les étudiants sont facilement, alors c'est sans doute aussi une tendance de la vie moderne, dans l'abstraction, donc dans un discours général. Mais dès qu'il s'agit de savoir quelle forme vraiment prend l'image dans la vie psychologique, par exemple dans la jalousie, quelle forme prend l'image, on va essayer de comprendre, il nous faut sans doute un exemple. Et donc on montrera comment dans tel roman, dans telle œuvre, finalement l'image de l'autre, le principe d'une passion qu'on nomme la jalousie. Alors on dira Phèdre dans Racine est éminemment jalouse de l'amour que Aricie a envers Hippolyte, parce qu'elle se fait une image d'Hippolyte, mais qui au fond mêle à la fois certains caractères extérieurs d'Hippolyte, mais qui sont très limités, et beaucoup de projections, beaucoup de fantasmes, donc une image fantasmée. Est-ce que la jalousie ne se nourrit pas de ce fantasme, comme on le voit d'ailleurs, et vous citez la pièce. Et c'est vrai que ça donne tout de suite de la structure à votre argumentation. Donc, ne pas se jeter sur des définitions de l'image trop rapidement, mais la dissertation va être l'occasion de produire peu à peu cette définition, qui arrivera finalement dans la conclusion. Deuxièmement, bien savoir ce qu'on sait, avoir des références qu'on connaît bien et qu'on est capable de développer. Il faut proscrire l'allusion, et puis avoir des exemples qui vont vous permettre de faire descendre la réflexion dans la réalité. Et théoriquement, il faudrait que quelqu'un d'assez novice puisse lire votre dissertation et se sentir plus intelligent en disant: «Ah ben j'ai appris quelque chose sur la vie». Parfait, et à contrario, quelles sont les erreurs fréquentes, que vous remarquez, je dirais de manière systématique, dans, des copies de concours, dans les copies de vos étudiants, et qui peuvent nuire finalement à la dissertation? Alors les erreurs fréquentes, c'est passer complètement à côté du sujet en récitant par cœur des choses qu'on a apprises, mais qui ne nous montrent pas que vous avez la capacité justement à vous emparer d'un sujet. C'est la superficialité,
Alors c'est l'erreur inverse, c'est-à-dire j'ai pas trop appris mon cours, j'ai pas trop parce que je me suis dit: «Bon, de toute façon la philosophie, ça dépend un peu de chacun, de ses goûts, de ses» puis il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, c'est pas vrai, ça se prépare et donc ça, on sent tout de suite quand une copie finalement n'a pas de fond. Donc avoir au moment où on a un argument, des références, c'est une épreuve de culture générale et donc il faut aller voir du côté de la littérature, du côté de l'art, être capable de décrire un tableau classique ou une production artistique plus moderne et bien la connaître. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est quand il n'y a pas de fil directeur. Ça, alors, ça peut arriver que ça soit un petit peu décousu, mais quand il n'y a pas du tout de fil directeur, et bon, ça veut dire que la réflexion a un problème. Donc, soigner les transitions. Donc, parfois, on a des transitions qui sont artificielles, factices. Attention, hein, c'est un lieu dans lequel on vous attend parce que c'est le moment où la respiration de l'intelligence reprend et on se dit: «Tiens, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a dit? Heu, Pourquoi est-ce qu'on change de thèse?» On ne change pas de thèse uniquement parce qu'il faut une deuxième partie, parce qu'il faut une troisième partie, mais parce que la logique intellectuelle nous oblige à aller chercher, une autre manière de comprendre le problème. Donc ça, bah, voilà, ce sont un peu les trois quatre erreurs qu'il faut éviter. Et puis l'allusion dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on peut faire un peu illusion avec des allusions. On dit, selon Kant, l'expérience esthétique, est universelle, puis en fait, on n'a rien à dire, on est incapable de le justifier, on ne sait pas ce que c'est qu'un jugement de goût, on est incapable de produire la distinction qu'il fait entre le plaisir désintéressé du beau et le plaisir de l'agréable. Bon, bah, alors on n'aura rien appris en lisant cela. C'est une allusion. Il vaut mieux ne pas parler d'un philosophe plutôt que en dire un tout petit mot et que ça ne mène nulle part. Au fond, votre correcteur, il connaît déjà beaucoup de choses. Il faut presque avoir l'objectif de se dire on entre dans une connivence intellectuelle où ben, on va lui rappeler ce qu'il sait déjà, mais il y a un moment où on va réussir à dire quelque chose que peut-être il avait oublié. Et c'est à ce moment-là que c'est agréable pour le correcteur aussi. Et la note, forcément, s'en ressentira. Donc mieux vaut privilégier la profondeur de l'analyse d'une thèse donnée plutôt que démultiplier, différents exemples. Parce que beaucoup d'étudiants, en fait, sont rassurés de se dire: «Ah bah, en fait, au moins je montre que, bah, j'ai de la connaissance, que je connais bien mon cours, que je maîtrise le sujet» et donc j'ai justement juxtaposé, en fait, plein de noms, faire un petit peu du name dropping. Donc mieux vaut se focaliser sur, moins de références, mais qui permettent justement de garantir un fil conducteur et une cohérence, à la copie. Ça, c'est évident, hein, vraiment, un conseil important qu'on peut donner, c'est pas de dispersion. Le le sentiment d'avoir un patchwork de doctrines, comme on dit, hein, qui se suivent sans vraiment de raison. Non, on a besoin d'un raisonnement. Et donc ce raisonnement, on ne peut pas le justifier, de bout en bout parce que ça veut dire qu'on serait déjà un auteur. Donc il y a forcément des petits moments où le raisonnement, est moins clair, mais il faut que ce fil directeur puisse être bien partagé. Ça, c'est l'essentiel parce qu'au fond, vous avez quelque chose à dire à la fin dans votre conclusion. Vous n'avez pas fait simplement un voyage parmi, différents auteurs qui ont parlé de l'image, mais vous avez quelque chose à montrer, heu, peut-être pas une thèse à défendre à tout prix, mais du moins un éclairage à apporter en disant: «On croyait que et maintenant on voit que». Donc il y a eu une évolution dans la pensée et pour ça, il ne faut pas trop se disperser. Et c'est pour ça que s'appuyer sur son cours, c'est essentiel parce que, en général, ce sont des choses qu'on connaît bien, donc on voit où est-ce que ça peut nous conduire. On est bien attentif à la question, originale qu'on nous a posée, de telle sorte que, à la fin, même si on a dû sacrifier parfois des références, on aurait voulu parler de, Bachelard, mais on n'a pas eu le temps, ou on aurait voulu parler, d'un poète qu'on aime beaucoup, où on avait des vers de Rimbaud qu'on connaissait bien, mais finalement ça ne s'est pas prêté, à la citation, et bien tant pis. Il vaut mieux renoncer, c'est un acte de liberté intellectuelle, pour pouvoir approfondir au contraire, une référence un peu compliquée comme je disais tout à l'heure, Régis Debray, dans son livre «Vie et mort de l'image», on ne sait pas toujours où il veut en venir. Eh bien si on l'a bien travaillé, et qu'on a préparé quand même, son argumentation, eh bien on saura mieux l'adapter au sujet et répondre à la question. On aura peut-être sacrifié un paragraphe, hein. Vous savez que normalement une dissertation, on dit souvent c'est 3 parties, 3 paragraphes par partie, mais il peut y avoir un paragraphe en moins. C'est pas ça qui va empêcher le correcteur d'apprécier la copie.
c'est vraiment la qualité de la réflexion et sa cohérence, sa capacité à revenir sur elle-même. Qu'est-ce que j'ai dit en première partie? Comment je conclus? L'épreuve de dissertation de culture générale au concours dure 4 heures. Comment gérer, son temps de manière la plus optimale? Alors comme c'est une épreuve sur thème, on est déjà préparé, on sait que ça va tomber quand même autour de l'image, de l'imagination, de l'imaginaire, hein, parce que le mot n'est pas obligatoirement dans le sujet, même si en général c'est ce qui se passe, mais les concepteurs s'autorisent, c'est indiqué dans les rapports de jury, à voilà, élargir un peu la possibilité des sujets, et c'est bien, hein, ça donne de la liberté à tous. Pendant au moins une demi-heure, on va faire l'analyse du sujet avec les différents termes. On va remarquer aussi sur son brouillon ce qu'on connaît bien et qui va pouvoir nous servir. Et puis on va commencer à problématiser. Le plan en général arrive au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis après une heure, maximum une heure et quart, on va commencer à se lancer dans la rédaction. Ça dépend si on a l'habitude de se lancer, par exemple, dans l'introduction immédiatement ou si on a l'habitude de faire un premier jet au brouillon. On n'a jamais le temps de le faire entièrement parce que sinon, voilà, ça prendrait trop de temps. Voilà. Donc en tout, une bonne heure de préparation au brouillon. Une heure et demie, c'est vraiment le maximum. Après, ça ne nous laisse plus beaucoup de temps pour la rédaction. Pour la rédaction, il y a deux temporalités. Il y a une temporalité qui est de l'ordre simplement hein, de la présentation et de la clarté de l'argumentation. Et puis, il y a toujours des moments où on s'arrête. Et justement, on vérifie qu'on est bien dans le sujet, parce que même par rapport à notre plan qu'on avait fait, il y a peut-être eu quelques évolutions, une transition, et là on va griller entre guillemets un peu de temps, c'est normal, ou bien à la fin d'un argument pour préparer le suivant, le début d'une partie, on va prendre un petit peu plus de temps. Et puis normalement après, hop, les choses s'enchaînent, et comme on a déjà fait 4, 5 dissertations dans l'année, voire parfois davantage, voilà, on a de la facilité ensuite à suivre l'argumentation jusqu'au bout, et puis un quart d'heure, bon, 10 minutes de relecture. Ça c'est essentiel parce que la présentation de votre copie au correcteur, c'est quelque chose de complet. Voilà, on ne va pas corriger un brouillon avec des ratures. Donc c'est le moment de vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que les fautes de syntaxe ont elles aussi été éliminées. Il y en a toujours quelques-unes qui traînent. Et puis, bah, il y a un endroit où c'est moche, bon, bah, on raturera correctement. On n'a plus tellement le droit d'utiliser du blanc correcteur à cause du scan des copies, donc il faut faire un peu attention à ça. Mais on rend une copie la plus propre possible sur le plan du style et de l'orthographe. On a fait bien attention à la relecture. Qu'est-ce qui distingue une copie moyenne qui va obtenir entre 8 et 12 par exemple, d'une excellente copie qui obtient, la note maximale? Alors ça, c'est différent selon les paquets de copies. On a d'excellentes copies, au contraire, des copies qui sont déjà très très bien. Moi je dirais déjà, la différence entre une copie moyenne et une bonne, voire une très bonne copie, c'est l'élan de la réflexion. Et la capacité finalement, tenir ensemble la dimension synthétique de la copie, donc ce cheminement qu'elle a fait depuis l'introduction jusqu'à la conclusion en passant par des objections qui lui ont été faites et auxquelles elle a répondu. Notamment, les objections sont faites souvent dans la deuxième partie où on examine une thèse un peu concurrente qui ne vient pas contredire la précédente, mais qui vient l'interroger, la mettre en difficulté. Et on a passé finalement l'épreuve de l'objection. Et on arrive en troisième partie, et là, on ne répète pas simplement ce qu'on a dit dans la première partie, mais on arrive à tracer un chemin, un éclairage avec une nouvelle conception de l'image, une nouvelle manière d'aborder la question qui nous a été posée, qui est une véritable ouverture. Et donc là, si en plus on a une bonne argumentation, des bonnes références, etc., cette synthèse, donc une alliance de la synthèse et de la capacité d'analyse. À un moment donné, le correcteur se sera dit: Là, c'est quand même pas mal. Il est allé assez loin dans cette distinction entre la reproduction et la représentation, ou entre l'image et l'imagerie. J'ai rarement trouvé quelque chose d'aussi clair. La référence est bien amenée. Donc, il y a des moments où le correcteur dit: ça, c'est vraiment bon. Et puis en plus, l'ensemble de la copie se tient. Et on n'attend pas quelque chose de parfait. Donc, même dans d'excellentes copies, parfois, il y a
il y a quelque chose qui n'est pas très bien réussi, mais ce sont les meilleures copies, hein. On est dans un concours. La copie moyenne, c'est une copie qui fait le travail, elle est cohérente, elle utilise des références, elle traite le sujet. Bon, elle manquera un peu de cet élan, de cette passion finalement pour l'interrogation qui caractérise, c'est vrai, les très bonnes copies. Et enfin, pour conclure, monsieur Craplet, un conseil, pour les étudiants, en prépa de manière générale, peut-être les, futurs, les lycéens, les futurs préparationnaires qui nous regardent pour, bien réussir en prépa et spécifiquement, ces 2 années, en culture générale? Alors, moi je dirais ce qu'on dit un peu à Notre-Dame-des-Minimes, faire confiance aux professeurs, beaucoup. Vous êtes dans une formation extraordinaire où vous êtes sûr de réussir puisque quelle que soit l'école dans laquelle vous allez rentrer, finalement, ça va bien se passer. Et donc, faites confiance à vos professeurs qui ont un trésor d'intelligence à partager et qui connaissent les bonnes méthodes. Donc, allez les interroger. Voilà, ne prenez pas que des conseils sur Internet, mais vraiment cette proximité. Et puis aussi, cultiver la camaraderie, la confiance réciproque. Bon, il y a une petite rivalité entre les prépas, c'est normal, mais au sein même d'une classe préparatoire, il faut se serrer les coudes. On est dans une épreuve de marathon, hein. C'est long, 2 années, et puis à la fin, il y a un petit sprint au moment du concours, mais il faut quand même pas courir trop vite et pas courir tout seul, tout seul. Il y a un travail solitaire à faire au moment des révisions, mais compter les uns sur les autres, c'est une bonne manière, et notamment en philosophie et en littérature, en culture générale, d'une manière générale, il faut être capable d'interroger l'autre en disant mais comment tu vois les choses. Et finalement peut-être se partager parfois un peu le travail de telle sorte qu'on puisse sur certaines références aller un peu plus vite et mieux les comprendre, être capable de les actualiser aussi. Donc se tenir un peu au courant de la marche du monde pour que la réflexion ne soit pas purement abstraite, un peu désincarnée, ou ce sera une espèce d'exercice on va dire, académique, alors que je ne crois pas que ça soit le cas vraiment. Vous allez entrer dans une école de commerce et finalement toutes les épreuves que vous passez en mathématiques, en langue, dans vos spécialités, en culture générale, ce sont des épreuves qui vous préparent à mieux comprendre le monde dans lequel vous êtes, à avoir davantage de recul, à occuper des postes à responsabilité demain après-demain. Donc faites confiance à cette formation qui va vraiment vous permettre d'acquérir beaucoup de recul et d'être prêt le jour J. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Craplet, pour cette très bel échange. Merci, à Notre-Dame-des-Minimes pour l'accueil et on se retrouve très vite sur Mister Prépa.